heureuse de vous savoir là, tout près, de l'autre côté du poste. Jusqu'à 1h, je suis tout à votre écoute. Vous pouvez vous confier à moi au 39 21, où vous serez chaleureusement accueillis par Jeanne et Paul, sous le regard de Philippe Chartier. Et vous pouvez bien sûr m'envoyer vos messages pendant ces 2 heures de direct par SMS au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit, et par mail sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est... Ah, c'est Paulette. Oui. Ah, vous n'êtes pas contrariante, Paulette. Vous êtes mignonne, je vous appelle Caroline et vous me dites bonsoir. Moi, j'ai senti une légère hésitation. C'est Caroline qui est là ou pas? Oui, oui, je vous rassure, c'est bien moi. Ah bon, oui. Non, mais c'est parce que j'ai sur mon écran les petites fiches des auditeurs là qui Oui. s'affichent, et j'ai une Caroline, mais Jeanne me glisse affolée dans l'oreille, dans le casque. Elle me dit c'est Paulette qui est là. Oui. On va y arriver, voilà. Ouais, ça montre que nous sommes en direct, hein. Oui, ben... Bon. Alors Paulette, vous voulez me parler de vous, de votre santé, de vos chats aussi. Oui, je suis passée avec vous, je sais pas s'il y a 1 an ou un peu moins, Oui. ou un peu plus. Je n'ai plus de notion du temps, mais je suis à l'antenne. Ah oui, vous êtes Oui. bien à l'antenne là. Ah, je suis à l'antenne. Vous avez l'air même surprise d'être à l'antenne. Mais oui, je Oui, pensais oui. que je vous parlais seulement à vous. Non. Ah Oui. non, je Bon, parle. bonsoir à tous parler les à tous les auditeurs. auditeurs. Alors, et puis, parce que je vous écoute le plus que possible, vraiment, je n'ai que la radio comme distraction et mes chats. Oui. Et quand je peux vous écouter, je ne regrette qu'une seule chose, c'est un peu tard l'émission, quoi. Mais ça vient pas de vous. Ah non. Non, je sais. Alors, donc, je suis passée, je sais pas s'il y a à peu près 1 an, un peu plus, Oui. un peu moins, et je vous parlais déjà que j'avais des chats et que j'avais des gros problèmes de santé, donc je me faisais du souci à savoir ce qu'ils vont devenir, bien sûr. Et d'autre part, je voudrais aussi dire à des auditeurs, des personnes qui sont seules, qui traversent une épreuve difficile, quelquefois un abandon ou quelque chose comme ça, eh ben, il y a rien de tel qu'un animal, que ce soit chat ou chien, un bon compagnon qui peut aider une personne à remonter la pente. Croyez-moi, parce que si je le dis, c'est que... Ça vous fait du bien, ça vous Oui, apporte beaucoup oui, et de puis, réconfort. oui, vous avez parce combien que de chats? Oh là là, je n'ose pas vous dire. Plus encore que Jacques Dutronc? Bien sûr, je sais pas, peut-être pas combien qu'il a, lui. Oh là là, Jacques Dutronc, écoutez, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais il en a plus de 30, hein. Oui. Oui. Mais moi j'ai 13 en haut et je donne encore à manger à plusieurs en bas, 20 ou 22 même, parce que... En haut, en bas, dans votre maison? Chez moi, oui, dans mon appartement, j'ai 13, mais je veux pas le dire parce que si les HLM le sauraient, on m'expulserait. Ah. Je n'ai pas le droit. Ah bon, vous n'avez pas le droit, au-delà on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre. On a le droit d'avoir un d'animaux. ou deux peut-être, mais pas plus. D'accord. Bon. Bah, j'espère que l'office HLM écoute pas. De toute façon, on sait pas où vous localisez, hein. Donc bon, pas de souci en ce qui concerne les expulsions. Tant pis, j'espère qu'ils n'ont pas entendu le numéro. Mais non, mais de le toute nombre toujours. Quoi. Non, mais de toute façon, c'est enfin, pas où vous êtes. J'ai 2 jeunes que j'ai recueillis par pitié encore, qui n'ont pas encore 1 an. Quoi. Je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a toujours il y en a beaucoup de petits chats errants parce que les gens sont pas responsables aussi. Voilà. Ils font pas stériliser leurs animaux, et après, voilà, il y a des petits chatons qui des naissent chats partout. malheureux. Bien J'ai sûr. une petite handicapée qui a des problèmes neurologiques et en plus elle voulait aller sur le balcon, je l'avais laissée, je suis en 4e étage et elle est tombée du balcon il y a à peu près 3 mois et elle n'a pas eu grand-chose, mais elle a quand même été 2 jours en observation chez le vétérinaire. Ah, c'est incroyable, hein. Ils ont une capacité à retomber sur leurs pattes. Sur leurs pattes, ah oui, oui. les chats. Et Moi, pourtant, je même avec ses problèmes, elle s'en est sortie de sa chute. Oui, Bon. elle est même en chaleur en ce moment. Elle est robuste, alors. dites-moi. Hein? Oui, rien ne les arrête. Mais non. Mais Et alors là, enfin, vous avez un souci justement les concernant, parce que comme vous avez des soucis de santé, je crois, vous avez Oui. des problèmes vous êtes diabétique.
diabétique et en plus maintenant j'ai des complications neurologiques, j'ai des rhumatismes inflammatoires, j'ai de gros soucis, de gros problèmes de santé. Là justement, je suis à faire un bilan en ce moment. J'ai rendez-vous demain encore chez le cardiologue demain matin et tout. Et je me fais du souci parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce que je vais faire, puisque par moment je pense je vais être obligée de les euthanasier, mais c'est horrible. Pourquoi? Si vous êtes hospitalisé? Si je m'en vais, quoi, parce que moi je me dis que je n'ai pas pour longtemps à vivre dans l'état actuel des choses. Je souffre tellement que... Ah oui, mais vous savez, parfois on peut justement souffrir beaucoup, avoir des douleurs, et surtout si c'est des douleurs liées à des rhumatismes, et pour autant, ça ne met pas votre vie en danger. Non, mais je suis vraiment fatiguée. Oui, vous vous sentez fatiguée, épuisée. Oui, puis j'ai du mal à monter la nourriture, du mal à monter la litière, Oui, ça fait beaucoup peut-être. Beaucoup de problèmes, beaucoup. Oui, non, mais plutôt, il n'y a pas de raison de les euthanasier. Oui, peut-être que vous pourriez demander à des associations telles l'école du chat qui s'occupe beaucoup. Vous en avez pas ici? Non, il y a une SPA à Saint-Brieuc, mais ils en prennent plus. Je voulais pas dire où j'étais, mais je l'ai dit. Ils prennent plus de chats, ils prennent pas. Et en plus, ils disent qu'il y a des maladies. Vous avez contacté quelle association? Comment? Vous avez contacté quelle association? Oh, il y a des associations, mais celles que je connais dans mon coin ne sont pas valables. Non. Ils ne les recueillent plus? Non, puis il y a des personnes qui ont créé des petites associations, mais c'est pas ça. J'ai été 2 ans même que je prenais ma carte et tout, mais non, j'ai vu des choses. Je vais pas le dire à l'antenne, mais non. Et vous connaissez l'association Chat sans toit? Eh oui, justement. Ah bon? C'est là que c'était pas bien. Enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais... Bon, en tout cas, vous n'avez pas été satisfaite. Et l'école du chat, il n'y en a pas dans votre région, en Bretagne? École du chat, je connais pas, non. Bon, on va vous chercher les références, parce que ils font vraiment du bon travail. Une personne qui a un refuge, mais privé alors, mais seulement elle a que des chiens, mais elle me vient en aide quand même. Là, elle m'a encore téléphoné pour me donner des croquettes, de la nourriture et tout ça, quoi. Mais elle fait que des chiens. C'est un refuge pour chiens, quoi. Mais elle m'aide quand même, cette personne-là. Bon, voilà, après, il y a des gens qui sont sensibles à la cause animale et qui peuvent vous aider. Vous savez, j'ai envie de dire de toute façon, bon, déjà une chose, Paulette, c'est que vous vous sentez très fatiguée actuellement. Évidemment, avec votre diabète, vous êtes bien suivie? Oui, mais malgré tout, c'est encore un petit peu... il fait yo-yo surtout, et ça, c'est très mauvais, quoi. Oui. Et on n'arrive pas à le stabiliser? Comment? À le stabiliser? Non, on n'arrive pas, parce que je suis bien suivie, et maintenant, je fais mes piqûres d'insuline toute seule et tout. C'est bien, oui. Oui. Et qu'est-ce que votre médecin vous a proposé, éventuellement une hospitalisation? Mais oui, parce que j'ai besoin d'être opérée d'un genou qui est complètement usé. Ah oui, déjà vous allez aller mieux, hein? Ben oui, mais pour être opérée, puis après il y a la rééducation, le truc, il faut compter 5 à 6 semaines. Alors, mais vous savez, à ce moment-là, il y a l'ASPA qui peut aussi, à qui on peut confier les animaux en cas d'hospitalisation. Oui, mais ça coûte très très cher. Il faudrait peut-être voir avec eux quand même, parce que c'est vrai, bien sûr, ça coûte très très cher, non. Le problème, c'est parce que vous en avez beaucoup. La SPA, ça coûte moins cher. La SPA, mais vous les récupérez après, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'accueil en cas, comme vous êtes seul et si vous devez être hospitalisé. Mais évidemment, ce qui coûte cher, c'est que vous en avez plusieurs. J'en ai, oui. Voilà. Et en plus, là, nos logements vont être rasés à la fin de l'année, début l'année prochaine. Alors, je dois déménager et tout. Alors là, ça va plus être possible. Je sais même pas si je pourrais en garder 1 ou 2. Oui, mais avant de songer à de penser qu'il faudrait les euthanasier parce que vous seriez hospitalisé ou il vous arriverait un problème. Non, il y a quand même à ce moment-là. Dans le dernier cas limite, il y a aussi la possibilité de les confier à la SPA parce que c'est leur laisser une chance d'être adoptés. Vous voyez, il faut quand même... Oui et non.
Ah, ben quand même. Oui, Si. mais vous savez pas qu'ils sont formidables avec moi, mais ils ont l'habitude d'être tous seuls avec moi. Et quand quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vient à la maison, quand c'est quelqu'un qu'ils ont, eh ben, ils vont se cacher parce qu'ils ont peur. Oui, mais vous savez, les animaux s'adaptent très très bien. Et je veux dire, je connais, pour vous dire, j'ai mes parents qui ont recueilli des chats sauvages comme ça, une portée qui était vraiment ultra sauvage. Et maintenant, vous les verriez se vautrer sur les canapés et autres. Au départ, on pouvait pas les attraper et pas les toucher. Donc, vous savez, les animaux s'adaptent. Finalement, ils ont des capacités d'adaptation assez extraordinaires. Donc, c'est quand même, il faut parce que c'est quand même leur laisser une chance, la chance de pouvoir être adoptés. Vous voyez, il y a pas. Et ils savent aussi quand on les aime, ils le savent. Oui, bien sûr, quand ils se sentent bien. C'est une intelligence rare. Hein. Moi, je pensais même pas, vous voyez, qu'un animal était aussi intelligent. Quand je souffre, ils le savent, hein, et ils viennent à côté de moi. J'en ai une que si elle voit que j'ai vraiment mal et tout, elle se met à miauler, à pleurer comme elle pleure. C'est même pas miauler qu'elle fait, elle pleure quand elle voit que je souffre. Oui, mais ça c'est certain. Et puis en plus, ils ont des personnalités très différentes. Pour autant, ça ne doit pas quand même vous empêcher de vous soigner. Notamment, c'est vrai que cette opération du genou maintenant, c'est bien maîtrisé par les médecins. Donc c'est vrai qu'après, il y a de la rééducation et c'est important de la faire. Et en plus, comme ça, vous pourriez vous reposer parce que vous dites que vous vous sentez bien fatigué. Donc vous pourriez vous reposer. Là, on prendrait soin de vous, vous qui prenez soin de vos matous là. Oui. Bon, alors c'est vrai qu'évidemment, il faut que vous ayez l'esprit tranquille et savoir que quelqu'un viendra s'occuper d'eux. Mais il y a certainement des possibilités quand même avec les associations d'animaux. Il y a même, à ce moment-là, il y a la Fondation Brigitte Bardot aussi, hein, que vous pouvez contacter. J'ai eu l'adresse par une personne. Vous voyez, vous pourriez aussi les contacter en expliquant la situation, parce qu'il y a beaucoup comme ça de personnes qui sont des amis des animaux et qui, vous n'êtes pas la seule, hein, vous savez Paulette, à vous retrouver dans ce type de situation où, parce que si vous êtes hospitalisé et que vous avez besoin de confier vos petites bêtes, donc il y a des relais possibles, hein. Et si vous sentez aussi, parce que vous vous sentiez fatigué actuellement, que peut-être c'est trop pour vous, voilà, vous pouvez en confier à des familles où vous savez qu'ils seront bien. Oui. Même si ça vous déchire un peu le cœur, mais si c'est vous donnez vous moins de travail et vous permettre de mieux vous occuper de ceux que vous avez en sachant que ceux que vous confiez sont bien, c'est ce qui compte. Mais je les aime tous. Oui, si je bien devais sûr. me séparer, Oui, vous voyez, vous auriez du mal, je comprends. 2 ou 3 ou de la moitié, je ne saurais pas lesquels donner. Mais vous pourriez garder ceux qui sont, plus vous dites cette petite chatte qui est handicapée et tout ça. Bon, évidemment, c'est plus difficile de la faire adopter. Mais je comprends que ça vous déchire le cœur. Mais en même temps, par rapport à la solution à laquelle vous pensiez, qui est de les faire euthanasier, c'est quand même leur laisser une chance. Mais oui. Ils sont adorables. Mais c'est pas parce que, voyez, c'est pas parce qu'on a un problème. Nous, parce que je dis ça parce que j'en parlais avec mon vétérinaire la dernière fois. Il avait eu un couple comme ça de personnes âgées qui se sentaient très âgées, très fatiguées. Ils se disaient on va plus avoir la possibilité d'être autonome dans leur maison. Ils voulaient rentrer en maison de retraite. Ils lui ont demandé de faire euthanasier le chien. Je trouve ça quand même assez égoïste parce que c'est dur, c'est très très dur. Oui. Vous voyez, il faut quand même laisser une chance. C'est-à-dire que ce chien aurait pu être placé dans un centre à la SPA, et au moins lui donner une chance. Oui, mais l'idée qu'on se fait souvent, et je suis pas la seule, on pense qu'après nous, ils vont être malheureux. Oui, mais ça c'est un peu, pardonnez-moi, mais c'est un peu égoïste de penser ça, parce que c'est tout ramener à soi. C'est oublier que l'animal, il a aussi des capacités d'adaptation beaucoup plus importantes qu'on ne le pense, et que même si on y est très attaché, ils ne nous appartiennent pas. Quand on les a, on fait en sorte de s'occuper d'eux et de bien les traiter et de les respecter aussi. C'est-à-dire les respecter, c'est de dire ils nous appartiennent pas. Oui, c'est dommage qu'ils peuvent pas nous dire qu'il y a que ça, la parole qui leur manque. Oui, d'accord, mais enfin quand il y a la solution, la mort, plutôt que d'essayer de confier, je pense qu'il faut quand même donner cette possibilité-là. Oui, surtout qu'ils sont pas vieux. Hein. Ce sont tous des chats jeunes que j'ai chez moi. Hein. Enfin, le plus âgé a 6 ans, je crois.
Oui, en plus, donc des jeunes chats, c'est plus facile Parce déjà. qu'avant, j'avais recueilli des chiens, un chien, un berger, puis celui de ma mère quand elle est décédée. Et j'ai donc eu ces chiens et après, j'ai été 4-5 ans sans animaux. Ouais. Et puis... On va accueillir Isabelle qui est avec nous au 3921 et qui voudrait vous parler. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Donc je me permets d'intervenir puisque Mais je suis de la région de la Dame. Ah bon, alors Donc, vous avez peut-être des solutions voilà, j'en ai à deux. proposer. Ah ben écoutez, merci alors, heureusement que vous intervenez. Donc il y a une association qui est très très connue, c'est Bêtes de Seine. Bêtes de Seine. Oui. D'accord. Je connais pas. Non, mais c'est très très connu. Donc ce sont des personnes, quand il y a un souci, ils prennent les animaux. Donc les animaux, c'est pas comme la SPA du tout. Les animaux vont en foyer chez des gens. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes... Famille d'accueil. Oui, voilà, famille d'accueil, Paulette, vous avez raison. Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, après, ils recherchent à les faire adopter. Donc, ils sont suivis tout le temps qu'ils sont adoptés. Hein. Attention, il y a un suivi, il faut qu'ils tombent dans une bonne famille. Il faut qu'il y ait... c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être, comme la dame a peur, que... Oui, qu'ils ne soient pas bien. Oui, voilà. Donc ça, c'est la première solution. Et autrement, nous avons dans notre coin en Bretagne, chère madame, Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est quoi? Un journal. Ah oui, le journal, Le Bon Coin, oui, bien sûr. C'est sur Internet. Oui, mais il y a un journal, Le Bon Coin oui, aussi. Mais sur Internet, c'est beaucoup mieux. Et donc, si vous pouvez trouver quelqu'un qui a Internet, vous allez voir. Et les gens, beaucoup de personnes, et c'est très émouvant parce qu'ils demandent justement... j'ai une amie qui a Internet et voilà, on a déjà placé des petits chats comme ça. Voilà, donc ça c'est une autre solution. Mais autrement, si vous avez peur, si vous pouvez les garder encore et que vous avez peur que dans 2-3 ans, vous savez que Bêtes de Seine, de toute façon, interviendra. Et Bêtes de Seine, c'est dans votre région, hein, c'est ça? Non, c'est dans toutes les régions, puisque moi... oui, mais vous êtes où, madame, si c'est pas... Je suis à 15 km de chez vous. Voilà. 15 km. Et moi, je ne connais pas cette association. Vous pourrez donner les coordonnées hors antenne, Isabelle? Je ne les ai pas. Vous allez sur Internet. Bon, on va chercher alors Bêtes de Seine. On va chercher. Et l'école du chat. Il y a une école. Il y a l'école du chat qui est à Quiberon. C'est pas loin non plus, Quiberon. Ça c'est loin déjà. Hein. Oui, mais vous pourriez peut-être. Vous pourriez. 30 km, à 130 km. Vous pouvez, Paulette, rien ne vous empêche de les appeler pour des renseignements. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont des bénévoles qui peuvent se déplacer, qui vont vous dire, voilà, dans votre ville, voilà ce qu'il y a, ça vaut le coup de les appeler quand même. Oui. Ah oui, d'accord. Hein, l'école du chat, vous leur passez un petit coup de fil, vous leur expliquez la situation. Parce que la priorité, c'est que vous vous soignez. C'est que déjà, vous verrez, si vous devez être hospitalisé, il faut stabiliser le diabète. Si on vous opère aussi du genou, vous allez voir que vous allez avoir, vous allez retrouver de l'autonomie, de la mobilité, vous allez retrouver une meilleure qualité de vie. Oui, donc ça, c'est important. Et puis même votre convalescence, on va prendre soin de vous, vous allez pouvoir vous reposer, vous serez plus en forme. Et avec le cœur léger, si vous savez que vos chats sont bien et qu'on prend soin d'eux aussi. Oui, parce que finalement, c'est comme des enfants, c'est un peu mes enfants. Ben, j'ai bien compris. Vous allez voir justement sur Bêtes de Seine, moi j'ai adopté un chien qui avait 10 ans. Oui. Donc personne n'en voulait évidemment. Eh oui, quand ils sont âgés, oui. Hein, comme quand ils sont âgés, moi j'ai adopté, donc je suis super heureuse avec lui. Oui. Et il était dans une famille d'accueil. Donc, comme quoi, vous voyez, il a 10 ans, donc ce chien, il a déjà tout un vécu derrière lui, et ça n'empêche qu'aujourd'hui, il est très bien avec vous. Tout à fait, il a plus que 7 dents. Vous lui faites des petits trucs moulinés, c'est ça? Du jambon puré mouliné? Non, pas du tout, parce que je viens de le faire opérer. On lui a enlevé 10 dents. Oh le pauvre. Parce qu'il était très malheureux pendant quelques temps, donc j'ai pas su. Et alors le vétérinaire, j'ai su qu'il avait un problème aux dents. Donc depuis qu'on lui a enlevé ses 10 dents, pas de chasseur. Oui, parce que ça doit être terrible les maux de dents comme ça, et aussi ils en souffrent. Oui, donc il a plus que 7 dents, mais avec ses 7 dents, il croque la vie à pleine dents. À pleine dents, oui. Chez vous, vous avez fait un heureux. Il y a Alain aussi qui m'envoie un petit SMS pour dire: je viens de sauver un chat qui avait eu un choc avec une auto. J'en ai 5 maintenant, je l'ai gardé. Ça fait beaucoup, mais quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. Voilà.
Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Isabelle comment pour ces écrit, comment qu'elle écrit bête? On va vous donner bête comme bête et scène. Scène, comment? Comme une scène de théâtre, comme une scène de théâtre. Mais Paulette, on va vous donner tout ça hors antenne. Ne raccrochez pas. On est en train de faire une recherche interne. C'est plus gros que la SPA et ça intervient. Même à la télé, on les voit intervenir quand il y a enlever des chiens. Je sais pas. Il y a vu quelques années là, il y a vu dans une cave, je sais plus où c'était en France. Ils faisaient la reproduction sans arrêt. Et Bête de Scène était intervenue. On les avait vus à la télé. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler Isabelle pour donner ses coordonnées. Et j'espère que grâce à Bête de Scène, grâce à peut-être l'école du chat de Quimeron, vous allez trouver des maisons d'accueil pour vos petits protégés et comme ça que vous pourrez bien vous soigner, Paulette, pour pouvoir vous en occuper encore longtemps. D'accord ? Et surtout les garder encore puisque c'est qu'il peut avoir une solution. Bien sûr, voilà. Donc ne broyez pas du noir par rapport à ça, il y a des solutions. Oui. D'accord, Paulette ? Oui. Je vous embrasse. Oui. Ne raccrochez pas, on va vous donner les coordonnées hors antenne, Paulette. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour tout. Merci, au revoir. Et cette fois-ci, on accueille Caroline. Bonsoir. Non, mais c'est pas vrai, c'est un gag. Mais Caroline n'est pas là ? Non, parce que Bon, alors, on accueille Yves, décidément, c'est un gag à répétition. Bonsoir, Yves. Yves est là, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous entendre. Bonsoir. Vous disiez aux informations tout à l'heure que vous avez eu une très belle journée côté météo, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que ce matin, ici, il faisait très très beau. J'ai pris ma petite voiture et je suis allé sur la côte à Saint-Jean-de-Luz. J'ai passé une journée formidable et en traversant la ville de Bayonne, je suis passé devant le cinéma où ils projetaient le film Promised Land de Gus Van Sant que j'ai vu il y a... Écoutez, je vais vous laisser. Je vais pas m'amuser à répéter. Donc, alors ça parle de quoi Alors c'est depuis quelque temps, on entend parler de plus en plus de la recherche du gaz de schiste. Oui, effectivement, mais ils en ont fait un film. Oui. Bon. Oui, un très beau film, oui. D'accord. Et avec Matt Damon, que vous devez connaître, n'est-ce pas? Oui, très, quand très même. Bon acteur, très intéressant. Oui. Dans ce film, il est prodigieux. Oui. Et il joue le rôle d'un lui et une femme. Ils sont embauchés par une grande société de recherche de gaz de schiste pour aller prospecter dans la campagne profonde américaine. Et ça se passe dans un village américain, essentiellement rural, où tous les éleveurs, les agriculteurs, ils sont endettés. C'est la crise aux États-Unis, vous savez, on en parle moins, mais c'est la crise. Et moyennant de très fortes indemnités, on leur demande s'ils acceptent qu'on leur fasse des recherches hydrauliques dans leur terre. Mais ils savent que ces recherches, elles sont polluantes et très nocives pour l'environnement et pour les habitants. Oui, c'est le sujet du film. D'accord. Oui, d'accord. Non, parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais éclaté, je me suis dit, c'est curieux. Est-ce que c'est un film ou un documentaire? Non, mais ils partent, ils en font une histoire à partir de ça, et vous avez beaucoup aimé. Beaucoup. Le film est très bien fait. C'est de Gus Van Sant, un cinéaste américain que je connais depuis quelque temps. C'est lui qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes il y a 10 ans déjà pour Elephant. Elephant, c'était ce célèbre film sur le massacre de l'université de Columbine. Oui. Il était magnifique ce film. D'accord, c'est le même réalisateur. Et le film est fait tout en délicatesse, en subtilité, en grande finesse. Et c'est très prenant et c'est très intéressant. Et voilà. Et justement, vous parlez de Cannes. Est-ce que vous êtes content, satisfait de la sélection des films pour le festival? C'est prometteur. Oui, il paraît. Il paraît. Il y a Polanski, il y a Desplechin, il y a François Ozon. Ça paraît très intéressant. Oui, il y a une bonne. Vous allez suivre ça de très près, j'imagine. Je suis ça très attentivement, et d'autant que le jury, c'est Spielberg le président du jury, mais dans le jury il y a Daniel Auteuil, Ang Lee, Nicole Kidman, Christian Mungiu, qui est un très bon cinéaste roumain. Oui, ça me paraît très prometteur. Bon, maintenant, on verra par la suite. On verra. Oui, alors ce film Promised Land, je le conseille vivement parce que c'est Matt Damon qui a écrit le scénario
et qui devait faire le film, et en fait il a passé la mise en scène à Gus Van Sant. Et non, c'est très bien fait, c'est très joli, c'est doux, c'est calme, et c'est un film actuel. Et ce qui est formidable, c'est que on voit une autre facette de l'Amérique profonde, parce que c'est sûr que on voit beaucoup, même surtout les films américains, c'est New York, Manhattan, et on l'en sort pas, quoi. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Campagne, oui, c'est l'Amérique profonde. L'Amérique profonde, elle existe. Oh oui, bah oui, oui. Elle est très plus importante. Oui. Et bon, je voulais vous parler d'un film, mais seulement j'hésite un peu parce que ça fait concurrence à Europe 1, mais tant pis, je vous en parle parce que je l'ai trouvé très intéressant. C'est le documentaire de Nicolas Philibert, c'est La Maison de la Radio. Ah, d'accord. Il a fait un documentaire sur la Maison de la Radio. Sur la Maison de la Radio. Mais qui est sorti, là ? Il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, oui. D'accord. Et sur son histoire, sur tous. Nicolas Philibert, c'est lui qui avait fait le célèbre Être et Avoir. Oui, oui, c'est vrai. Je me disais que ce nom me disait quelque chose. Magnifique. C'est un très bon oui, magnifique documentaire. Et il ne fait que des documentaires, mais ils sont tous très bons. Et non, mais c'est très intéressant. Enfin, je trouve faire un reportage, c'est génial de faire un documentaire sur la radio, sur ce qui ne se voit pas. Donc c'est un pari audacieux. Ce qui est curieux, c'est que bon, il y a des voix qu'on connaît, mais ils disent pas les noms. Alors on essaye de se dire, tiens, cette voix je la connais, mais de qui il s'agit. Et après, bon. On arrive à le savoir, quoi. Et j'aurais beaucoup aimé que Nicolas Philibert balade ses caméras dans les studios de chez vous d'Europe 1. Peut-être, oui, j'allais dire une autre fois, non, il va pas faire, mais il aurait pu faire plusieurs radios, mais peut-être que ça aurait été, il aurait perdu le fil. Donc, bon. Écoutez, c'est quand même, c'est bien, c'est déjà intéressant, je trouve, l'idée de faire sur l'univers de la radio. Sur des gens dont on ne connaît que les voix, quoi. Voilà, s'il avait fait ça à Europe 1, j'aurais eu le plaisir de vous voir. Je vous ai encore jamais vu. C'est vrai. Écoutez, c'est bien. Je trouve que c'est formidable. C'est ça la radio. C'est de l'imaginaire. Oui. Ah, mais, vous voyez, vous pouvez tout imaginer. Au moins, vous n'êtes pas arrêté par une image. Moi, je trouve que la radio, c'est ça. C'est vraiment. On est abreuvé d'images. Oui. En même temps, vous n'allez pas, vous qui adorez et qui êtes cinéphile. Bien sûr. Hein, bon. Moi, je suis très difficile. Moi, je n'aime l'image que dans une salle de cinéma. La télé, je la regarde, mais à petit feu. Autrement, chez moi, c'est la radio, c'est Europe 1 continuellement. Oui, mais vous aimez vraiment, vous êtes vraiment un fou de cinéma, quoi, un passionné. Oui, je suis un fou de mais au cinéma, c'est vrai que ça change tout. Puis il y a le son, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, quoi. L'obscurité complète. Exactement. Oui. Alors que chez soi, on est toujours, on est là entre de trucs. Mais l'avantage avec la radio, c'est qu'on peut faire autre chose. C'est vrai. À l'écoute à la radio, quoi. C'est ça. Mais au cinéma, on y va pour le film. Alors des réactions, il y a Sergio qui dit, moi j'aime bien Yves, en général je suis ses conseils, mais alors là franchement le film sur le gaz de schiste, c'est bien. Vu comme ça, comme quoi il faut pas s'arrêter à des préjugés. Et puis il y a Margaret qui dit, je salue notre Yves cinéphile, et puis First Lisa aussi qui dit Yves et son soleil dans la voix. Voilà. Et Margaret qui me taquine en disant, êtes-vous sûr que ce n'est pas vous qui avez demandé à parler à l'antenne? Non, je suis pas encore. Je fais pas de dédoublement de personnalité. Je vous assure qu'on va vraiment accueillir une Caroline. Elle va venir tout de suite après. Je vous embrasse, Yves. Bon, merci beaucoup. À une prochaine fois alors. Voilà, bonne soirée. Bonne toile en attendant. Au revoir, Yves. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et enfin, voilà Caroline. Caroline, vous êtes là? C'est ça. Je n'aurai pas de Caroline ce soir. Vous allez finir par croire que je délire, mais je vous assure que je ne délire pas. J'attends vraiment une auditrice qui s'appelle Caroline. Ah, vous me faites peur, hein, Caroline, Allô là? Oui. Bon, vous êtes à l'antenne, hein, cette fois-ci. Ah. Voilà. Alors, attendez, je vais juste couper le... Alors, vous coupez la radio. Voilà. Et on va y arriver. Oui. Tout va bien. Bon, vous êtes sur Europe 1. Oui, on va finir par y arriver avec un peu de patience. Voilà. Il faut vraiment couper la radio parce que j'ai un retour là de ma voix. Voilà. D'accord, merci. Bon, alors déjà je voulais faire un petit bisou à Fabien, voilà, parce qu'il écoute à l'antenne. Et surtout en fait, j'appelais
pour expliquer un petit peu ma situation, qui est assez délicate, à savoir que je sors de cure de désintoxication pour alcool. Oui, de post-cure, oui. Voilà. Vous êtes sortie il y a combien de temps ? Là, ça va faire un mois. D'accord. C'est une période un peu sur le fil, difficile, délicate, oui. Oui. Et donc, en fait, je voulais savoir en fait un peu vos conseils, surtout au niveau le soir, parce que c'est vrai que c'est le soir où vous vous sentez plus fragile. Oui. Parce que en fait, j'ai essayé de pendant les cures, tout ça, c'est vrai que nous sommes très occupés. Voilà, on a des ateliers, tout ça, et après, quand on rentre à la maison, le changement est radical. Vous êtes seule, vous vivez seule ? Oui. Oui, donc c'est d'autant plus compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui, la transition est difficile là où vous étiez très entourée, bien prise en charge, très soutenue. Voilà. Oui. Et là, vous vous retrouvez livré à vous-même à nouveau avec toutes les tentations et le risque de rechute. Bon, déjà, ça fait quand même un mois que depuis que vous êtes sortie, vous n'avez pas retouché, ou il y a eu des moments où vous avez repris? J'ai eu des tentations. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'avais appelé, c'est aussi pour lancer un témoignage. C'est aussi pour ça que j'ai appelé pour dire que la sortie était très dure et que c'est pas facile, mais c'est une période à risque. Il faut savoir essayer de faire face, mais pas tout de suite, parce qu'au départ, on nous dit il faut trouver 2 occupations, il faut être suivi. Oui, il faut pas être seul. Vous recherchez des témoignages aussi, Caroline, d'auditeurs, me dit-on, qui auraient traversé ça, c'est-à-dire qui auraient suivi des cures, et qui auraient eu comme ça, quels conseils ils pourraient vous donner, comment des témoignages de personnes qui maintenant sont abstinents. Donc 3921, si vous voulez aider Caroline, on attend vos témoignages. Justement, comment vous avez repris votre travail? Non, parce que ça fait plus de 2 ans que je travaille plus, étant donné que j'ai été très 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 malade, au point d'en mourir, partir en hélicoptère, tout ça. Enfin, ça a été. Mais vous avez c'est pas lié ça à vos problèmes d'alcool, c'est un problème. Si. Ah bon? Et vous avez quel âge, Caroline? 34 ans. Oui, vous êtes jeune, vous êtes toute jeune. Oh là là. Oui. Mais donc là, vous êtes en arrêt maladie? Non, je ne peux plus pour l'instant travailler, dans la mesure où j'arrive plus à tenir trop longtemps debout. Sinon, je suis très fatiguée. Voilà, enfin tout ce qui peut suivre au niveau de l'alcoolémie, en fait, tout ce qui s'ensuit. Oui, mais alors en même temps, cette inactivité, c'est quand même très très difficile, parce que du coup, c'est vrai que si vous aviez un cadre autour de vous, ça serait plus simple. Parce que là, vous avez commencé à vous alcooliser à quel âge? Il y a pas longtemps, il y a 7 ans. Et ça a déclenché une pathologie telle que ça a été un engrenage infernal. C'est parti festif et ça a été un engrenage très 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 rapide. Et j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, après avec la psychologue de la cure, donc j'ai quand même énormément travaillé là-dessus. Mais il y a un passé aussi très très douloureux. Donc est-ce que tout ça peut jouer? Est-ce que voilà, parce que le problème aussi, c'est l'entourage, à savoir. Oui, alors j'allais vous demander, comment êtes-vous entourée? Alors, je suis entourée de
très bons amis, deux, un couple d'amis, Oui. Claude et Jocelyne, qui sont adorables et qui m'aident énormément. Sinon, au départ, je vivais avec maman, mais bon, ça a été... je vivais avec maman et mon frère, et en fait, ça a été très très dur, la cohabitation, et je pense que tout ça a un peu engrangé les choses. Et vous viviez avec votre mère tout en ayant une activité professionnelle? Oui. Et pourquoi vous n'arriviez pas à partir, à la quitter, à prendre votre logement? Je n'étais jamais à la maison, en fait, si vous voulez, depuis plus justement. de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé en région parisienne. Et en fait, suite à ma maladie, à mes nombreuses maladies liées à l'alcool, du coup, j'ai dû retourner vivre dans ma maison que j'avais achetée. D'accord. Et dans laquelle mon frère et maman vivaient. Maintenant, c'est vrai que là, c'est même c'est pas forcément le fait de se retrouver seul, c'est le fait de savoir quoi faire. Mais justement, j'imagine qu'on ne vous a pas laissé sortir comme ça sans relais. On vous dit l'important d'être suivi, d'être pris en charge. Donc vous n'êtes pas, vous avez un suivi thérapeutique là. Vous voyez un médecin, j'imagine, un psy. Enfin, vous avez des relais. Alors j'ai eu. Pourquoi vous en parlez au passé? Oui, parce que en fait, j'ai fait ma cure dans un autre département. D'accord. Oui. Donc forcément, les psychologues ne pouvaient pas me donner des adresses, tout ça. Donc j'ai fait toutes les démarches par moi-même. Et là, en même temps, depuis que je suis sortie, c'est vrai que j'ai fait énormément de démarches. Je suis allée voir des médecins, je suis allée voir des psychologues. Et dont un qui est dans un CMP, oui. dont je ne citerai pas la ville ni le nom, qui m'a, en fait, visiblement, il s'est retrouvé en lui. Parce que il m'a dit, parce que je lui ai expliqué un petit peu mon passé, et il m'a dit, vous êtes alcoolique parce que votre père était alcoolique. Vous êtes parce que l'alcoolisme, à la base, je suis désolée, mais c'était une maladie. Et donc, il m'a dit, mais c'est parce que vous avez été formaté pendant 5 mois. Une maladie, oui, ça n'empêche qu'il y a quand même un environnement. Hein. Il y a quand même, il essayait de comprendre aussi votre histoire. Parce qu'une fois qu'on a dit l'alcoolisme, c'est une maladie, l'alcoolisme déclenche des pathologies. Mais si vous voulez, je sais bien que c'est très en vogue, c'est très répandu aujourd'hui de dire que c'est une maladie alcoolique et que forcément quand on s'alcoolise, c'est une thèse qui est très séduisante parce que on se dit c'est pas moi je suis pas responsable, je suis malade. Mais il n'y a pas le gène de l'alcoolisme. C'est aussi le fruit d'une histoire. Et quand ce psy vous demande si il y avait des antécédents dans votre famille, quand on a vu ses parents s'alcooliser, ça peut être aussi une réponse qu'on peut intérioriser en cas de difficulté, en cas de coup dur. Donc, il vous pose des questions, vous voyez, parce que si on traite que les choses d'un point de vue médical, on n'est pas aussi dans le vécu, dans tout ce qui fait la singularité d'une histoire. Il n'y a pas une personne alcoolique qui ressemble à une autre. Non, ça c'est sûr. Vous voyez, donc c'est pour ça que il essayait aussi, je pense, à travers ces questions, d'essayer de voir quelle avait été votre histoire, votre vécu. Oui. Mais ça vous a pas convaincu? Ça m'a pas convaincue. Non, parce que même quand j'en ai parlé à ma psy qui me rappelle du centre, tout ça, je lui en ai parlé. Et puis même à mon médecin traitant que je vois toutes les semaines, parce que j'en ai besoin depuis la sortie. Tout le monde me dit, parce que sûrement que vous êtes son miroir. Hein.
Parce que vous trouviez. Alors là, c'est un problème. Si effectivement, vous avez eu le sentiment qu'il projetait des choses de son histoire personnelle sur vous, oui, là, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas à vous mettre des réponses dans la bouche. Il peut poser des questions, mais après, c'est vous qui vous racontez, et justement dans tout ce qui fait que vous êtes vous et unique. Mais bien sûr qu'il n'a pas, un thérapeute n'a pas à plaquer, sinon il n'est pas thérapeute, des choses de son histoire, même si, bien sûr qu'il y a certaines personnes en qui on peut se retrouver par certains aspects de leur personnalité et de leur histoire. Oui. Justement, faire un travail sur soi permet de prendre de la distance. Bon, mais dans ces cas-là, vous avez bien fait de ne pas retourner le voir. Mais en revanche, il serait important que vous soyez suivi autrement que par votre médecin généraliste, même si c'est un très bon relais. Mais que vous ayez aussi un lieu pour parler. Ce que vous avez fait d'ailleurs, spontanément, en allant chercher, en essayant de trouver quelqu'un. Oui, avec l'action Vie Libre. Voilà, j'allais vous demander, les associations pourraient vous donner des coordonnées de bons thérapeutes. Oui. Et surtout, on m'a parlé de psychanalyste. Oui, pourquoi pas, oui. Le problème, après, c'est au niveau c'est financier, les frais, oui. Voilà. Ouais. Oui, parce que psychanalyste, effectivement, c'est que cette formation qui n'est pas médecin, vous ne pourrez pas avoir de remboursement. Oui. Et dans l'association Vie Libre, c'est là qu'on vous a donné des adresses de psychanalystes ? Non, j'y suis pas encore allée, justement, j'y vais la semaine prochaine. D'accord, parce que vous voyez, j'ai un message d'Alain là qui dit allez voir les associations genre Vie Libre. Il y a les alcooliques anonymes aussi. Oui. C'est un très bon soutien. Oui. Bon courage à vous. Et puis il y a quelqu'un qui dit qu'elle aide actuellement son frère alcoolique qui s'est retrouvé à la rue, qu'elle a pris chez elle avec ses enfants. C'est difficile à vivre car il doit se reconstruire avec l'aide de toute la famille et des médecins. Il faut garder le cap. Justement, votre famille, vous, est présente? Votre mère, votre frère, ils sont présents pour vous? Oui, maman l'est. Mais bon, c'est vrai que ça a été très très dur pour elle, aussi bien pour elle que pour mon frère aussi. Mais elle a dû avoir très peur pour vous, oui. Si. Voilà. Oui. Et là, en ce moment, avec mon frère, donc les ponts sont rompus parce que je pense qu'avec toute justement l'analyse que j'ai faite sur moi, donc j'avais besoin aussi de me libérer. Et de lâcher tout ce que j'avais à dire. Du coup, les ponts sont rompus. Finalement, je me retrouve avec 2 personnes, au lieu de 6 ou 7. Quand j'étais en cure, tout le monde était là, c'était bien beau, c'était tout beau, tout rose. Mais le problème, c'est que les gens pensent que quand on sort de cure, ça y est, tout va bien. Et non. Alors justement, nous avons Jacqueline qui est avec nous là-haut. Elle attend, elle patiente gentiment au 3921. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Caroline. Merci d'avoir répondu Jacqueline. rapidement. Oui, bonsoir. Oui, je voulais témoigner parce que moi, je suis passée par là. J'ai fait une cure de 2 mois. Et à la sortie de la cure, c'est vrai que j'étais une femme seule. Oui. Et à la sortie de la cure, je me suis inscrite à pas mal d'associations, c'est-à-dire chorale, aquarelle, marche, etc. Et très bien, en même temps, je me suis inscrite dans une association qui s'appelle Alcool Assistance. Il y a cette association, il y en a dans toute la France. Et grâce à cette association, plus les activités, parce que si on est seul, il faut vraiment trouver des activités, il ne faut pas rester enfermé à la maison. Oui, l'inactivité, vraiment, c'est un gros facteur de rechute. L'inactivité, c'est vraiment un gros facteur de rechute. Donc, vous avez raison, il est important de trouver quelque chose. Surtout pour la solitude, c'est terrible. Hein. Moi, je suis passée par là. Et ce que je voulais dire à cette dame, donc s'inscrire dans une association Vie Libre ou Alcool Assistance. Moi, c'est Alcool Assistance. Et depuis 7 ans, ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis abstinente et que j'ai pas rejeté. Vous avez fait preuve de beaucoup de détermination et de courage parce que vous dites que dès votre sortie, vous êtes inscrite à différentes associations. Et en plus, ça fait du bien parce que vous dites la chorale,
chorale et autres. C'est bien, c'est faire partie d'un groupe aussi, c'est trouver une façon trouver et s'obliger, parce que c'est pas évident, s'obliger à sortir, aller au cours, aller faire de la marche, trouver, mais alors, des multiples activités et surtout quand on a des flashs, parce que ça, c'est ce qui se passe quand on sort de cure, on a des flashs, on a envie de reboire. Oui. Et là, moi, ma solution, c'était de sortir de ma maison, de prendre mon vélo ou de marcher, peu importe, mais sortir de la maison pour pas être tenté de boire. Et oui, mais alors là, Caroline nous dit que c'est plutôt le soir que ça monte les envies. Et moi, si vous me permettez, Caroline, je voulais demander aussi à Jacqueline si elle vivait vraiment seule en pleine campagne, parce que moi je suis vraiment seule, mais en pleine campagne, mais de la campagne. La première grande ville, c'est Chartres, qui est à 50 km. Voilà. Donc, mais vous êtes en plus très isolée, donc ce qui n'arrange pas les choses. Oui, je suis très isolée. Vous conduisez ? Il y a quand même une petite commune qui n'est pas très loin de chez vous, où il doit y avoir des groupes de chorale ou de groupes de marche à pied. Ça, moi aussi, j'étais seule, je suis dans une petite commune et j'ai trouvé des associations pour faire de la marche, pour faire de l'aquarelle. Est-ce que vous conduisez, Caroline ? Oui. Bon, donc déjà c'est une bonne chose, ça vous permet quand même de sortir de vous déplacer. Caroline, surtout, le soir, pas retrouver les habitudes qu'on avait, c'est-à-dire se mettre devant la télé, se servir un verre, c'est ce que moi j'avais quand même. C'est ce qu'on faisait tout le temps. et alors trouver d'autres astuces pour pas avoir les habitudes qu'on avait avant de faire notre cure, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, mais c'est ça que j'arrive pas trop à. Vous avez un traitement là Voilà, alors en fait, c'est que j'avais un traitement que j'ai demandé. Je vais pas citer les noms. Non. Pas le droit de citer les noms. Non. Mais là, en plus, mon médecin traitant m'a prescrit un anxiolytique. Donc, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. C'est ce que j'allais vous demander, un anxiolytique, parce que quand vous sentez un peu l'envie de, comme ça, le soir, l'envie de boire, ça peut être lié à de l'angoisse et autres, donc prendre bien régulièrement vos anxiolytiques, peut-être des antidépresseurs aussi. C'est ce que j'aime, moi. Comment ? C'est ce que j'aime, moi. Oui. Et depuis que je suis sortie, je suis en thérapie. Toutes les semaines. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Il faut vraiment que vous trouviez, en plus de votre association, où là vous trouviez un groupe. Voilà. C'est important parce que ces groupes de parole, c'est vraiment un endroit où on peut se dire, se raconter, parler de ses peurs, de ses craintes, sans crainte d'être jugé, puisque ce sont des personnes qui ont vécu, qui traversent les mêmes choses. Voilà. Donc c'est quelque chose de très réconfortant, de très accueillant. C'est comme une famille, mais une famille très bienveillante. D'entendre l'expérience des autres, c'est très enrichissant. Oui. Mais c'est vrai que quand on habite à 50 km de la première grande ville, ça fait des frais aussi. Et quand on est au RSA, c'est pas évident non plus. Donc, vous savez, dans une association, nous, ce qu'on fait, parce que moi aussi, je suis retirée d'une grande ville, et ce qu'on fait, c'est du covoiturage, c'est-à-dire que en allant vous adresser à une association, même si c'est à 50 km, vous allez trouver des gens dans cette association, peu importe laquelle, des gens qui vont vous dire moi j'habite à 5 km de chez vous, ou moi j'habite à 10 km de chez vous, et on peut très bien partir ensemble. Voilà, il y a des relais certainement, vous allez trouver, dire allez, cette semaine c'est moi qui amène, qui t'amène, et puis là la prochaine fois je viendrai te chercher. Ça vous crée un petit réseau comme ça. Il y a quelque chose, il y a des échanges très très forts, il y a des gens qui se portent vraiment. C'est comme c'est un groupe, il y a quelque chose de très fort dans ces thérapies de groupe. Oui, et puis il y a des très solidaires. Des animations, on organise des sorties pour les gens qui sont seuls. Moi, je sais que, au mois de juin, on organise une sortie de les gens qui veulent. On n'oblige pas les gens. Mais tous les ans, pour Noël, on fait quelque chose. Pour toutes les fêtes, quoi. Je veux dire, on est une grande équipe.
c'est disons que c'est presque familial, voilà. Oui. Mais oui, mais enfin, je voudrais pas prendre toute l'antenne, mais en même temps, vous, Jacqueline, votre entourage, comment l'a vécu, tout ça, parce que bon, les associations, tout ça, je le sais, mais après, au niveau de l'entourage, moi, je sais que, par exemple, si je prends la voiture, on va dire, ah bah ça y est, elle va chercher une bouteille ou voilà, alors que c'est plus une question d'indépendance plutôt qu'autre chose. Je vois, Caroline. Non, pour l'entourage, nous on organise, enfin pour l'alcool assistance, je dis le nom parce que ça peut servir. Oui, à bien tout. sûr, oui, vous avez raison. Il y a des réunions pour l'entourage, c'est-à-dire que la famille qui est autour du malade peut très bien se réunir en même temps que nous, c'est dans une pièce séparée et on explique à l'entourage comment se comporter avec le malade. Oui, ça c'est ce qu'on a fait aussi pendant la cure. Moi, ma famille venait c'était tous les samedis et ils venaient tous les samedis, mais après c'est une fois que je suis chez moi. Parce que comme j'ai mon frère qui habite à 500 mètres, j'ai tous les voisins, les amis qui habitent à 500 mètres, et ils se disent ah bah voilà, Caro elle prend la voiture, c'est pour aller chercher de l'alcool. Oui, mais peu importe ce qu'ils disent, l'important c'est que vous puissiez vous être entouré, comme vous le dit Jacqueline, il faut vraiment que vous avez été bien entouré, bien prise en charge dans votre cure. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Donc à travers un groupe de parole, vous retrouveriez ce soutien dont vous avez tant besoin. Voilà. Merci beaucoup Jacqueline et félicitations, vraiment, vous avez été très courageuse et très forte là pour tenir. Bravo à vous. Merci Jacqueline. Bon courage Caroline. On accueille également Annie. Oui. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir Caroline et bonsoir Caroline. Annie. Oui, je voulais absolument intervenir pour vous transmettre, enfin vous laisser un message. J'ai vécu ça avec une personne de ma famille, une femme. Et elle avait ce problème et il fallait absolument que je puisse, pour pouvoir être heureuse et vivre à peu près normalement, il fallait qu'elle s'en sorte. Sinon, moi, je ne pouvais pas la voir comme ça. Et donc, le seul endroit où elle a pu, où ça a été un miracle, hein, vraiment un miracle, hein, sans cure, sans médicaments, sans rien, ça a été les réunions des alcooliques anonymes. Elle savait pas que c'était les alcooliques anonymes. Un jour, je lui ai dit, écoute, il y a une réunion à telle église, vas-y, tu verras bien, parce qu'il arrivait un moment où j'en avais vraiment assez. Au bout d'une quinzaine d'années, j'en avais marre de répéter tout le temps la même chose ou d'essayer de l'aider. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Je ne pouvais plus rien faire. Et quand je commençais à me détacher, peut-être qu'elle l'a senti, je ne sais pas, mais elle y a été à cette réunion, à cette église, mais sans savoir que c'était les AA. Eh bien, elle n'a plus quitté les pieds pendant plusieurs mois. Ça a été un miracle, parce que c'est pas de la psychothérapie, mais non. On a l'impression d'être en psychothérapie. Il y a du monde, il y a des gens, il y a du réconfort, il y a de la chaleur, il y a beaucoup de bienveillance. Extraordinaire. Oui. Moi aussi, j'y allais pendant plusieurs mois pour une dépression. J'allais aux Alanon, mais j'allais aux alcooliques anonymes. Ça me faisait un tel grand bien que c'était extraordinaire. Et ça a été un miracle. Elle s'en est sortie. Elle n'a plus touché une goutte d'alcool depuis 2 ans. Ça a été un miracle. Vraiment. Hein. Ah oui, non, mais toutes ces associations font un travail fantastique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étayage comme ça. Hein. C'est-à-dire les personnes se disent littéralement porté par le groupe. C'est vraiment un contenant, hein, comme une bonne mère, comme un endroit où on peut se ressourcer, se poser, se confier, où on n'est pas jugé, hein, où on a toujours, même y compris quand il peut y avoir des rechutes. On sait que parfois il y a des périodes de rechute, mais c'est toujours pour aller vers la guérison et que même dans ces périodes-là, on se sent accueilli et dans une écoute très, très bienveillante. Extraordinaire.
Oui. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Annie, parce que ça apporte beaucoup d'espoir, j'imagine, à Caroline. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, Caroline, vous rapprocher d'associations, retrouver ce tissu affectif que vous avez trouvé dans votre cure. Vous voyez, parce que si vous êtes lâché, vous vous sentez lâché trop brutalement, c'est là où il y a un risque de rechute. C'est vrai que vous êtes dans une période délicate. Alors, il y a Isa qui est plus pragmatique, qui dit lire un bon bouquin le soir pour se changer la tête, mais après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'un bon roman, ça peut... Et il y a Ninon qui dit, il y a le livre d'Hervé Chabalier, Un dernier pour la route. Bon, vous restez dans le thème, mais elle dit, il s'en est sorti et il décrit tous les pièges d'après-cure, donc des pistes à suivre. Merci beaucoup et merci pour votre courage d'en avoir parlé. Oui. Les AA, les alcooliques anonymes. D'accord. Il faut qu'on conclue là. Il faut qu'on conclue parce que c'est le journal de minuit. Mais merci et bon courage à vous et d'avoir témoigné parce que c'est encore assez tabou chez les femmes, le problème de l'alcoolisme. Au revoir. Allez, c'est reparti les amis pour une heure encore, une heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler le 3921 pour me parler de vous, pour réagir aux différents témoignages que vous avez entendus pendant cette première heure. Vous réagissez d'ailleurs par mail et par SMS, mail europe1.fr, les SMS 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors, il y a déjà des réactions par rapport au film dont parlait Yves, Promised Land avec Matt Damon. Et Milly dit, c'est vrai que c'est un très chouette film dont on n'a pas assez parlé, à la fois tendre, drôle, grave et jamais glauque. Je le conseille vivement à tous les auditeurs. Bonne nuit à vous et à toute l'équipe. Et puis, des réactions aussi pour Paulette qui nous parlait de ses chats, elle ne savait pas trop à qui les confier parce que Paulette risque d'avoir besoin d'être hospitalisée. Le Trublion, qui est évidemment un grand ami devant l'internel des chats, dit dans toutes les SPA, il place les animaux en famille d'accueil. Je suis en contact tous les jours avec un bénévole qui a 5 chats chez lui. Le suivi est très sérieux et elle pourra, Paulette, les récupérer plus tard. Bon courage à Paulette, qu'elle récupère vite ses chats dans son nouveau logement. Signé Le Trublion. Et puis Amélia dit, l'association L'école du chat est présente dans toute la France. Ses bénévoles assurent l'accueil et l'hébergement des chats trouvés ou dont les propriétaires ne peuvent plus s'occuper, en fournissant la nourriture et les soins éventuels. Ils viennent en aide gratuitement. L'association est sur Internet avec des antennes dans différentes villes ou arrondissements. Nous avons eu Paulette hors antenne et nous lui avons communiqué les coordonnées d'association et aussi certaines personnes qui souhaitent entrer en contact. Vous avez appelé pour entrer en contact avec Paulette. On va transmettre, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a... un petit message là par SMS qui dit l'école du chat de Quiberon a un site internet formidable. J'ai 2 chats de chez eux, dont un de 14 ans. Ils peuvent se déplacer parfois. Courage à Paulette, vous pouvez lui donner mon téléphone. Et puis un petit message de Guillaume qui est en train d'écouter l'émission et qui embrassait son amoureuse qui elle l'écoute tous les soirs depuis Londres. Elle dit à qui je pense beaucoup parce que voilà ils attendent un bébé tous les deux. Et puis un coucou aussi très amical à Olivier le patrouilleur qui peut plus envoyer de SMS depuis janvier, alors qui est très frustré mais qui néanmoins reste fidèle à l'émission et qui est notamment souvent sur la page Facebook je crois. Allez on va accueillir maintenant ah non, avant d'accueillir Sandra, un petit peu de musique, me dit Fifi. Bonsoir Sandra. On va avoir Sandra dans quelques instants, un petit souci et elle va être à l'antenne. Sandra, vous êtes avec nous ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir Caroline. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, vous êtes à l'antenne. D'accord. Voilà, en fait, je vous appelle pour un ami qui a besoin d'aide, mais qui refuse l'aide, je pense, pour l'instant. En fait, il a divorcé il y a 2 ans, et au cours de ce divorce, il a également, en fait, en même temps, perdu sa fille adoptive. Comment ça se fait, ça ?
En fait, perdu. Alors, elle n'est pas décédée, heureusement. Mais en fait, il avait adopté la fille de cette femme. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, mais adopté juridiquement, hein, c'est... Comment ? Juridiquement. Oui, juridiquement. D'accord. Oui, juridiquement. C'est pas sa fille naturelle. Mais oui, j'ai compris, oui, mais ça peut se faire. Voilà. Oui. Et donc, suite à un divorce douloureux et... Voilà, la maman a décidé de faire une dénonciation de paternité en même temps que c'est très violent, oui. Le divorce et voilà qui a été. Et pour quelle raison ? Parce qu'elle lui reprochait quelque chose en tant que père ou elle règle ses comptes à travers l'enfant ? Je pense qu'elle réglait ses comptes à mon avis à travers l'enfant et surtout je ne sais pas si elle l'a vraiment finalement jamais considéré comme père de l'enfant. Enfin bon, après, elle a ses raisons. Elle a quel âge, cet enfant ? Une trentaine d'années. L'enfant ? Ah, je croyais que vous me demandiez Oui. L'enfant, maintenant, elle a dans les 4 ans. Donc ça s'est passé il y a 2 ans. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire commencer une dénonciation de paternité. Si ça a été reconnu par un magistrat qui l'a adopté légalement, on ne peut pas revenir en arrière ? Si, en fait, et justement, il a essayé de voir les différents recours, mais là, dans tous les cas, il y avait, ça allait aboutir comme ça. Mais c'est confirmé, il y a eu un jugement En fait, alors j'ai plus en tête tout le détail, mais au final, ils ont essayé de faire une garde, pas alternée, mais en tout cas, qu'il puisse continuer à avoir l'enfant. Mais elle faisait obstruction à cette procédure et en fait elle a tout fait pour que selon elle c'est sa fille et finalement il n'y a pas besoin de papa. Oui, mais c'est-à-dire on voit bien cette dame se venge et dans la mesure où elle est dans une rupture avec cet homme, c'est une façon aussi de l'atteindre, de lui faire mal et en même temps de pas garder de lien avec lui, puisque c'est souvent ce qui est compliqué pour les hommes et les femmes quand ils se séparent et qu'il y a des enfants, c'est qu'ils sont obligés de rester en lien pour les enfants. Et c'est compliqué, c'est vrai, quand on en veut beaucoup à l'autre, quand on souffre, ou de continuer à le voir, même si c'est peu, parce qu'il y a un enfant en commun. Donc là, elle a eu beau jeu, si ce n'était pas son père, au sens naturel du terme, biologique, de dénoncer cette paternité. Mais voyez, vous m'apprenez quelque chose, parce que je ne savais même pas que c'était possible, une fois qu'il y avait une adoption, qu'on puisse revenir sur l'adoption. Ou alors, est-ce qu'elle était en cours ? Il a vu un avocat spécialisé en droit de la famille, parce qu'il faut quand même... Il y a des avocats de chaque côté qui ont fait plein de négociations, etc. Mais oui, alors après, au final, je crois qu'ils ont fait un accord parce que justement, il semblait que dans tous les cas, la dénonciation de paternité allait être effective. Il a préféré faire cet accord de clôturer toutes les motifs, les conséquences du divorce et de ne pas empêcher cette dénonciation de paternité parce que ça devenait aussi invivable pour la petite qui était au milieu de tout ça. Oui, parce que cet enfant, il a, pardonnez-moi de vous interrompre, Sandra, cet enfant, il a rencontré la mère, la petite, avec quel âge ? En fait, c'est à sa naissance. Il était avec cette personne avant qu'elle attende un enfant. Ils se sont séparés plusieurs fois, mais dont une fois quelques mois. Et pendant ces quelques temps, la femme est tombée enceinte d'une autre personne. Et en fait, ils sont revenus ensemble. Plus ou moins pendant sa grossesse et il était là au moment de l'accouchement et après ils sont officiellement mariés après. Et donc c'est quand même très violent parce qu'il a participé aussi à la construction de cette petite fille. Il était là, vous dites pendant la grossesse, il a été là pendant l'accouchement. Donc certes, c'est pas le père biologique, mais c'est le père qui vraiment l'a accompagné dans ses premières années de vie. Donc c'est aussi une violence qui est faite à cet enfant.
Et je suis vraiment fort étonée que dans la mesure... Non, mais je vous crois. Mais moi, je ne m'y connais pas en droit de la famille. Mais que dans la mesure où il a été présent et qu'on puisse le prouver, qu'il puisse le prouver, qu'il a été présent, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la vie de cette femme depuis quelques mois. Auquel cas, bon... Vous voyez, mais qu'il a été présent depuis la naissance de l'enfant et qu'il ait participé, encore une fois, à sa vie, à sa construction physique et psychique. Maintenant qu'on l'écarte de cette façon-là. Et d'ailleurs, le père biologique de cet enfant, il est passé où, lui ? Lui, il voulait pas en entendre parler. Donc, et en fait, la maman n'a pas non plus cherché. En fait, son discours souvent, c'était que valait mieux qu'elle élève sa fille seule, en fait, qui avait pas vraiment besoin de papa. Si c'était pour pas s'entendre avec le papa. Et puis bon, là en l'occurrence, le père biologique, il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, et je pense qu'elle n'a pas cherché non plus à ce qu'il la reconnaisse. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est pas une femme aussi qui a un problème avec les hommes et qui au fond les écarte? Parce que je trouve que elle règle des comptes avec son mari, son compagnon, mais elle fait violence à sa petite fille de la priver d'un homme qui est un père pour elle. C'est violent, je trouve. Et ça, au niveau, c'est fort dommageable qu'au niveau de la loi, c'est pas été pris en compte aussi cette dimension-là de l'enfant, parce que je comprends la détresse de votre amie, mais je trouve que la place de l'enfant, elle est vraiment à prendre en considération dans cette histoire. Elle peut pas le mettre hors jeu. Elle a eu deux abandons en fait, l'abandon du papa biologique. Ça fait beaucoup, oui. Finalement, l'abandon du papa. Entre guillemets, de celui qui lui en tient lieu, oui, de père qui s'occupe d'elle, qui veille sur elle. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de lui parler et de s'expliquer et d'expliquer de son point de vue pourquoi tout ça se faisait. Elle a été très... Elle a vraiment gardé sa fille pour elle et fait à sa manière et empêché qu'il y ait dialogue entre le papa et la petite fille. Et quel est le juge qui a prononcé ça? Je suis vraiment, je trouve ça... Je sais pas à ce niveau-là. Je sais pas. Bon. Il n'y a pas de recours possible? Le détail juridique, je ne sais pas. Mais oui, mais c'est très important. C'est très important parce que il y a peut-être des possibilités, je ne sais pas quand le jugement a lieu. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire appel? Est-ce que vous voyez, parce qu'il aurait pu demander à ce moment-là une médiation, qu'il y ait une expertise psychiatrique qui puisse prouver qu'il était là dès la naissance de l'enfant et même avant pour veiller sur la mère et sur l'enfant. Enfin, tout ça, c'est quand même pris en considération. Il est traité là comme s'il était, on voit ça dans les cas de figure malheureusement des beaux-pères ou des belles-mères où on songe à leur donner un statut. Et où là, alors qu'il adopte légalement l'enfant, on lui retire cette paternité. Ça me paraît fou. Bon, après, je ne sais pas si c'est au niveau d'un jugement où je vous dis, il y a peut-être eu Ah ben oui, mais ça change tout. Hein. Effectivement, où il disait qu'il ne s'opposerait pas à la dénonciation. Vous êtes une amie de cet homme? Oui. Bon. Oui, enfin, c'est dommage qu'il ne s'oppose pas. Voyez, parce que justement, peut-être que pour l'enfant, pourquoi il ne s'oppose pas plutôt que de sombrer comme ça et de s'enfermer, d'être dans quelque chose de passif. Après tout, il aurait lieu de défendre des droits par rapport à cet enfant, mais aussi pour l'enfant, parce que cet enfant, elle n'a pas à être privée de père. Alors, je sais que son point de vue, c'était aussi que, pour l'enfant, il avait l'impression en fait que la maman faisait tout pour l'écarter et qu'elle manipulait l'enfant pour que il ne soit plus reconnu en tant que père et du coup c'était très compliqué aussi à les gardes, les moments où il avait l'enfant, tout était compliqué pour la récupérer, pour la ramener, pour ce qui se passait entre les deux et du coup je pense qu'il avait aussi peur que ça la traumatise plus qu'autre chose. Après, ce qui est d'autant plus traumatisant pour l'enfant, c'est d'être privé de son père, de tout d'un coup cet homme qui était présent dans sa vie, ce père qui était présent dans sa vie, qui veillait sur elle, du jour au lendemain, si je comprends bien, elle ne le voit plus. Donc là, elle est confrontée au vide, au manque. Donc oui, ça c'est un traumatisme. Alors, c'est-à-dire que il donne, je trouve qu'il laisse cette femme avoir trop de pouvoir, même si c'est la mère. C'est peut-être justement parce qu'il ne se sent pas suffisamment légitime, alors que
moi je suis quand même étonnée, je dis ça se plaide dans la mesure où il a fait la démarche, et on peut comprendre puisqu'il était là avant même la naissance de l'enfant, au moment de l'accouchement, dans ses premières années de vie jusqu'à 4 ans, a veillé sur elle. La mère a accepté la demande d'adoption. Non ? Bah oui. En fait, ça s'est passé il y a 2 ans. Donc là, depuis qu'elle a à peu près 2 ans, la petite, il la voit plus du tout. D'accord, donc jusqu'à ses 2 ans au moins. Bon, la mère avait accepté cette demande d'adoption, c'est-à-dire qu'elle considérait que cet homme était un père, se comportait en tant que tel pour sa fille. Donc, pour pouvoir lui retirer, il faut quand même justifier du fait que peut-être ce père est complètement défaillant, qu'il serait maltraitant. Enfin, vous voyez, on peut pas retirer comme ça. Les dossiers, ce qu'elle affirmait, bon, c'était pas du tout avéré, mais voilà, ça attaquait effectivement la qualité de père de mon ami. Oui, mais enfin ça, on peut demander expertise contre expertise, hein, après tout. Hein. Non, il s'est peut-être un peu laissé faire aussi parce que il espérait un accord à l'amiable avec elle, peut-être. Hein, donc il espérait. Après, je pense qu'il a espéré effectivement jusqu'au bout qu'elle change d'avis, et il a essayé aussi de cette manière-là qu'elle change d'avis et que. Bon, dans la mesure, on peut comprendre qu'il espère trouver une démarche de conciliation et qu'il ait plutôt voulu aller vers l'apaisement. Malheureusement, ce n'est pas possible avec cette femme qui peut-être, en raison de son histoire, règle des comptes avec les hommes. Je ne sais pas quelle relation elle a eue, elle, avec son père. En tout cas, lui, à mon avis, il faut qu'il se renseigne, qu'il aille vraiment consulter un avocat spécialisé dans ces affaires de la famille, peut-être aussi par rapport à l'adoption et autres, et qu'il voit quels sont ses recours. Qu'il agisse là, parce que c'est normal qu'il soit déprimé. Enfin, c'est une grande violence qui lui est faite. Mais je répète aussi à l'enfant. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il me semble que la procédure est extrêmement avancée et que, si ce n'est, touche à sa fin très bientôt. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est pas déjà trop tard. Bon, il faut voir, il faut qu'il se renseigne, et qu'il baisse pas les bras. Ouais, et dans son état d'esprit aussi, parce que en tout cas, dans son état d'esprit, il voulait essayer justement. Je pense qu'il avait peur que ce soit pire après que de le décider à ce moment-là. Je ne peux pas parler à sa place. Non, vous ne pouvez pas parler à sa place. Effectivement, il y a des éléments qui nous manquent, donc c'est compliqué. Dites-lui quand même, puisque vous êtes une amie, soutenez-le, encouragez-le, et dites-lui qu'il ne faut pas qu'il renonce à ses droits comme ça, et que c'est pas une démarche personnelle et égoïste, que c'est par rapport aussi à l'enfant, c'est important. Il y a des droits de l'enfant à faire valoir, et peut-être demander un avocat pour l'enfant, ça peut se faire. Vous voyez que un avocat plaide aussi le droit de l'enfant, de cette petite fille, à avoir un père auprès d'elle. Et que ça ne dépend pas du bon vouloir de sa mère qui règle des comptes avec son compagnon à travers l'enfant. Parce que de 2 choses l'une, soit la mère peut justifier, donner des preuves que votre ami n'est pas un père suffisamment étayant, de soutien, qui a des lacunes graves. Auquel cas, elle dit, elle peut demander, ce qu'elle demande. Mais si c'est pas le cas, il a aussi des droits, et il est important qu'il les fasse valoir. Effectivement, il y a eu cet accord. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, qui fait justement qu'il s'est engagé à ne pas s'opposer à la dénonciation de paternité. Je ne sais pas si... Oui, mais pourquoi il a fait ça aussi, hein ? Vous voyez, il s'engage, si c'est un accord tacite entre deux, soit il s'engage à... À ce moment-là, il ne voyait pas l'issue, et il se disait que c'était... On manque d'éléments, c'est-à-dire que comme vous dites, vous ne pouvez pas parler à sa place, vous ne savez pas ce qui s'est passé, où il en est. Bon, peut-être, on a le droit de changer d'avis aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, il espérait une situation d'apaisement, qui n'est malheureusement pas le cas. Donc il a le droit lui aussi de contre-attaquer. C'est malheureux d'en arriver là, mais en tout cas, cette petite fille n'a pas à être privée de son père puisqu'il a tenu lieu de père jusqu'à présent. Donc dites-lui bon courage, qu'il s'accroche et qu'il voit des personnes à même de plaider sa situation. Merci en tout cas de votre appel. Merci à vous. Au revoir Sandra. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Louisette. Oui, bonsoir.
Bonsoir Caroline. Moi, j'en reviens un petit peu au problème de l'alcool aussi, pas pour moi directement, mais pour mon fils qui a 55 ans. Et c'est surtout depuis 25 ans qu'il, il s'est désocialisé, il s'est marginalisé. Et puis, son père est décédé l'année dernière et il a dû, je ne sais pas, est-ce que ça lui a fait un choc? Et là, il s'est fait soigner. Alors moi, je vous dis tout de suite, j'habite dans le Nord. Enfin, le Nord, il y a 1000 kilomètres entre lui et moi. Oui, oui. Et donc, il a vécu là-bas donc depuis plusieurs années. Et nous lui avions loué un appartement quand il n'était pas dans la rue. On lui avait trouvé un appartement, on s'était mis. Et à l'époque, il avait un petit emploi. Et donc, on s'était mis cautionnaire pour ce logement. Et puis, il s'est trouvé qu'il ne pouvait plus payer. Donc, nous, on a payé ce logement là-bas. Et puis après, les locataires, ses voisins, ont fait une pétition comme quoi il fallait qu'il parte parce qu'il y avait des odeurs, il avait un chien. Il y avait du bruit parce qu'il recevait des copains qui faisaient beaucoup de bruit. Si bien que le tribunal de cette ville nous a convoqués pour... Vous étiez caution. Puisque nous étions caution. Oui, bien sûr. Donc, et puis bon, il nous a jamais pardonné cette caution. Or, cette caution a été mise... Je suis descendue donc là-bas, 5 fois dans cette ville en une année pour régler ses problèmes parce que soit il était arrêté par les gendarmes et puis vous voyez, je suis descendue 5 fois là-bas et puis à un moment donné, j'ai dit que qu'on allait le mettre sous curatelle. C'est un garçon qui a fait des études, il était infirmier en psychiatrie et puis après il a suivi des études d'alcoolologie. Ah bon? Et il est tombé en plein temps, il connaît le sujet. Oui. Et donc le jour qu'on allait voir, parce qu'il fallait quand même avant de le mettre sous curatelle, qu'il voit un médecin expert. Oui. Un psychiatre expert. Oui. Donc, il a été vu. Donc, vraiment, il n'était pas bien. Il a été mis sous curatelle. Curatelle, donc, il nous la reproche. Enfin, bon, là, donc, l'année dernière, mon mari décède. Et puis, lui, est-ce que ça lui a fait un choc? Toujours est-il qu'il a quitté la rue. Il est allé dans le centre parce qu'il était à la rue. Donc, il est allé dans un centre pendant quelque temps où il voyait une infirmière et sa curatrice, il était sous curatelle depuis 2009 et sa curatrice le suivait. Oui. Moi, j'avais des nouvelles de notre fils par la curatrice. Bon, donc là, son père est décédé et puis là, il est venu passer un mois ici avec moi. À la fin de l'année, il a passé les fêtes de Noël et du 1er de l'an avec moi. Oui. Et il a un frère plus jeune qui habite aussi à 700 km d'ici. Il est venu, lui, avec sa femme et ses 2 garçons. Et puis donc, j'étais très heureuse. Puisque moi, ma famille, en fait, j'ai ni frère ni sœur, ma famille, on est 6, quoi. Oui. Vous voyez, oui. Il y a mon fils, mon autre fils et sa famille, on est 6. Et l'année dernière... 6, vous avez 2 fils? J'ai 2 fils. D'accord, donc 6, vous parlez des petits-enfants. Dont un qui est marié. D'accord, d'accord, oui, je comprends. Voilà. Et donc, au mois de mars, après le décès de mon mari, je dis à mon plus jeune fils, tu vois, on devait aller à New York avec papa cet été. Oui. Et puis, c'est loupé, quoi. Et mon fils, il dit comme ça, si tu veux, on ira tous en famille à Pâques pendant les vacances de Pâques l'année prochaine. D'accord, mais c'est un beau projet, ça. Alors, donc, on en a pu parler. Et puis, donc, ils sont venus. Donc, on s'est retrouvés tous les 6 ici le 31 décembre. Oui. Et donc, mon plus jeune gars, il dit comme ça, bon, d'accord, si vous voulez, donc, on projette de partir à New York tous les 6. Donc, il incluait son frère aussi. Oui.
Et puis moi, je trouvais ça, j'étais touchée de ça. Oui, c'est une belle initiative, oui, de vous réunir. Donc mon fils, après les fêtes, est reparti chez lui avec ses enfants et avec sa famille. Et puis donc l'autre, mon grand, il est resté là. Oui. Et il me dit, oh, moi, tu sais, j'aime pas les Américains, enfin tout ça. Et puis il appelle son frère et lui dit, moi, ça me dit trop rien d'aller en Amérique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, donc le plus jeune, mais il a dû lui dire, tu sais, maman, ça lui ferait plaisir qu'on y soit tous les 6, quoi. Oui, que vous soyez réunis, oui. Et puis, il est donc resté un mois là, et puis je lui dis, il faut que tu fasses ton passeport en arrivant et tout ça. Oui, enfin, vous voyez. Oui, il n'était pas motivé. Il n'était pas motivé. Oui. Après, on a continué. Et puis, un beau jour, il me dit, ça me fait suer, j'ai vraiment pas envie d'aller à New York. Alors, je dis, mais il faut quand même que tu te décides, tu dis oui ou non. Et alors, ma belle-fille avait pris les billets par Internet, louer des chambres à Manhattan, tout était prévu. Elle avait pris 5, puisqu'on reste 5 jours à New York, les 5, comment vous dire... oui, c'était réservé, tout était pris. Oui. Voilà. Et puis, il me dit, non, je peux y aller. Bon. Et il me dit, ça m'empêche de dormir, tout bon. Alors, moi, j'appelle quand même sa curatrice. Et sa curatrice me dit, écoutez, Eric est en train de... Excusez-moi. J'ai dit, mon fils, il est en train de se reconstruire. L'air de me dire si chez lui la paix, quoi. Et puis depuis, je n'ai pas de nouvelles de mon fils. Là, on part, donc son billet était... Mais oui, mais il fait le don, il n'a pas envie, dès le départ, il a manifesté qu'il n'avait pas envie. Je pense qu'on a un peu... Alors là, donc... peut-être qu'il ne se sent pas suffisamment bien, encore un peu fragile, et que même si ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas eu envie de vous faire plaisir, mais peut-être la perspective de se retrouver comme ça en famille, le stresser, l'angoisser un petit peu, parce qu'il ne se sent pas encore suffisamment... prêt à... Vous voyez, il a peut-être besoin d'un cadre très rassurant autour de lui. Quand on n'est pas bien, c'est compliqué de voyager, même parfois sortir de son repère habituel, de son endroit. S'il est en train de se reconstruire, vous voyez, ça peut l'angoisser. Prendre l'avion, voyager dans un lieu inconnu, même s'il est avec vous. Mais il le prend, l'avion, puisqu'il est obligé de venir de là-bas. Il prend l'avion pour venir ici. Il l'a pris tout seul, il s'est bien débrouillé. Oui, mais c'est pas la même chose que ça c'est des petits trajets. Et puis c'est pas la même chose que de rester où vous allez être tous ensemble. Peut-être que ça l'angoisse un peu, qu'il a besoin de temps où il est seul. Vous voyez, ça peut. Il a peut-être besoin de ses repères. Oui. Il est peut-être encore un peu insécurisé, un peu angoissé. De toute façon, vous pouvez pas le forcer. Ah non. Bon. Et puis là maintenant c'est trop tard. Nos billets. Voilà. C'est pas grave, vous verrez un autre. Tant pis, c'est vrai que je comprends. Vous êtes déçus et que c'était très gentil de la part de votre autre fils de lui proposer. Je pense que c'est pas contre vous, c'est qu'il se sent encore un peu qu'il n'est pas suffisamment bien pour pouvoir peut-être entreprendre, un séjour comme ça. Quand on n'est pas très bien, on a besoin d'être vraiment dans ses repères habituels, d'être dans son endroit, ça sécurise. Et puis en plus, là, c'est un garçon, parce que quand il m'a dit là, après donc le 1er de l'an, j'aurais préféré aller vers l'Orient, lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui voyageait. Il a été marié 10 ans et il avait beaucoup voyagé. Il fait surtout les pays d'Orient. Il a été à Jérusalem. Enfin, vous voyez, c'était pas du tout le truc américain. Vous voyez, c'était. Oui. Déjà, peut-être qu'au-delà de ça l'intéresse pas, il n'est pas attiré par les États-Unis, mais au-delà de ça, je pense que c'était l'occasion de vous retrouver tous ensemble. Mais peut-être que, sa curatrice vous dit c'est une très bonne chose, il est en train de se reconstruire. Déjà, il a fallu cet événement, tragique, le décès de votre mari, pour que peut-être, comme vous dites, ça lui déclenche un électrochoc et qu'il se dise, il faut que j'arrête, il faut que je prenne soin de moi. Vous voyez, peut-être que confronté à ce décès, il y a quelque chose en lui qui s'est débloqué.
Bon, c'est important. Maintenant, peut-être que par rapport à son frère, qui lui est en couple, qui a ses enfants et autres, il se sent un peu marginalisé, lui, dans ce qu'il vit. Donc, c'est peut-être un peu difficile. Il peut le supporter quelques jours, enfin, ou le temps d'un repas, d'un déjeuner, d'un dîner, mais bon, passer une semaine tous ensemble, c'est peut-être un peu compliqué pour lui. Oui. Alors, tant pis. D'autre part, dans le coup, comme elle me dit qu'il était en train de se reconstruire, oui, c'est bien. Je l'appelle plus. Pourquoi? Je me dis, pourquoi vous l'appelez plus? Parce que je me dis, si, il va peut-être mieux se reconstruire sans moi. Vous voyez? Pourquoi pensez-vous ça? Pourquoi pensez-vous ça? Pourquoi pensez-vous ça, Louisette? Parce qu'il avait fait le vide autour de lui quand il s'est marginalisé, vous voyez. Ben oui, mais il se marginalise pas, il est en train de se reconstruire. Et quand on se reconstruit, on a besoin du soutien de sa famille. Et de ses amis, et de tous ceux qui vous aiment. Il vous a pas demandé de pas l'appeler? Non, il m'a pas demandé de pas l'appeler. Mais comment vous dire, j'ose pas trop l'appeler. Si, au contraire, pour vous lui dire que vous pensez à lui. Vous voyez, il s'agit pas de le questionner, de dire que vous êtes heureuse de savoir qu'il se reconstruit, juste pour un petit mot, lui dire que vous pensez à lui, que vous espérez le voir prochainement. C'est-à-dire, en plus, si vous l'appelez pas là, si vous arrêtez de l'appeler alors que il ne va pas à New York avec vous, il va penser que vous lui en voulez. Alors que, je vous dis, c'est pas contre vous. Même d'ailleurs de New York, envoyez-lui une petite carte postale, tous. Voyez, en disant, tu nous manques, on pense bien à toi, ça aurait été bien si tu avais été là. Enfin, un petit mot gentil de tous. Il le fait pas contre vous. C'est ce que dit Brigitte, envoie un petit SMS en disant, vous savez, il vaut mieux pas forcer la main à quelqu'un de fragile. Il a actuellement des limites qu'il est préférable de respecter. Oui. Et vous voyez, oui, on lui a peut-être forcé un peu la main parce que... la preuve que non, puisqu'il a pu vous dire non quand même. Oui. Hein? Oui. Mais parce que je vous dis, ça peut un peu S'il est dans une phase de reconstruction, vous avez entendu Caroline tout à l'heure qui en parlait, qui avait été hospitalisée en post-cure, c'est des moments un peu délicats où il a besoin de ses repères, où peut-être il a peut-être une prise en charge, des rendez-vous réguliers, que ce soit dans une association ou avec un psy, un médecin, et tout ça, ce sont des repères qui sécurisent et qui participent à la reconstruction. Donc, bien sûr que quand on va bien, qu'on est très bien structuré, oui, on peut s'absenter, sortir et puis bousculer ses habitudes. Au contraire, ça nous fait du bien. Mais quand on est fragile, bousculer les habitudes, c'est très angoissant. Et il n'a pas besoin de ça, parce qu'il est dans une phase où il est en train de prendre soin de lui. Mais en revanche, dans ces moments-là, c'est très important d'avoir le soutien de ceux qui vous aiment et donc de votre famille, bien sûr, en premier lieu, des amis s'il y en a. Enfin, de dire que vraiment vous pensez à lui, que vous l'aimez, que vous êtes de tout cœur avec lui et que vous le trouvez très courageux de se prendre en charge comme il le fait. Vous voyez, de le valoriser. Oui. Donc surtout pas ne plus lui donner de nouvelles parce que il comprendrait pas ou il penserait que vous lui en voulez, ce qui n'est pas le cas. Oui. Mais pourquoi il m'appelle pas aussi? Mais peut-être parce que je vous dis, il est dans une période un peu fragile, un peu délicate, qui est la période de reconstruction. Donc il a besoin de toute cette énergie, il la met à aller mieux, à se sortir de toute cette galère dans laquelle il était tombé. Et il était tombé très bas. Oui, oui. Donc il était tombé très bas, donc il a d'autant plus de courage de se reprendre en main. Et donc si vous voulez, vous savez, quand des personnes qui vont mal, et c'est normal, elles sont centrées sur elles. C'est-à-dire que là, il a besoin de toute son énergie pour justement entreprendre cette reconstruction. Et donc il est pas, ça veut pas dire qu'il pense pas à vous, mais qu'il y a peut-être des moments qui sont un peu délicats, où il s'angoisse, où il a peur de rechuter, ou bon, donc
dans ces cas-là, on se dit je vais appeler, mais quand je suis bien, parce que si je suis pas bien, il craint de vous angoisser, peut-être, voyez. Donc, passez au-dessus de ça, et je vous dis pas de l'appeler tous les 4 matins, hein, mais voilà, un petit mot gentil. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes et de le questionner. Il faut pas qu'il se sente questionné, mais de dire que vous pensez à lui, que vous espérez le voir, que voilà. Et surtout de New York, envoyez-lui bien un petit mot, tout soyez signé en disant que ça aurait, que ça aurait été bien qu'il soit là, que vous pensez à lui. Hein, d'accord ? Oui, mais comment vous dire, j'ai peur aussi, si on lui écrit de là-bas, il va se dire, évidemment, ils sont tous amis parce que il va se retrouver encore plus seul. Et vous voyez, j'ai parlé quand même, moi j'étais infirmière en psychiatrie aussi, j'ai gardé beaucoup de relations et donc j'en parle. Et puis certaines personnes disent comme vous, et d'autres, parce que vous voyez quand et d'autres, dites-moi les autres. Me disent, oui, t'as peut-être raison, il est peut-être en train de se reconstruire. Mais c'est formidable. Il a besoin qu'on lui fiche la paix, quoi. Non, mais attendez, lui fiche la paix, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lui témoigner votre affection, ça peut pas lui faire de mal. Vous n'êtes pas en froid avec votre fils. Ah non, il y a eu des moments difficiles, mais parce qu'il était très mal, parce qu'il était dans une galère effroyable. Mais vous n'êtes pas en froid. Donc, il a besoin de toutes les marques d'affection en ce moment. C'est ce que dit, voyez un petit message. Il dit, le fait qu'il n'appelle pas, ça peut signifier 1000 choses, mais peu importe, faites le premier pas pour lui témoigner votre affection. Oui. Si au moment, non mais voyez, il faut aussi, ça serait paradoxal, Louisette, au moment où il va mieux, au moment où il rassemble toutes ses forces et toute sa volonté pour se sortir de cette ornière, pour se reconstruire, s'il a le sentiment que la famille le lâche, ça va pas aller. Alors je dis pas, vous le lâchez pas, vous lui avez proposé d'aller à New York, mais il faudrait pas qu'il pense que vous lui en voulez de pas être venu. L'important, vous pouvez dire d'ailleurs, je comprends, ne te fais pas de soucis, ce qui compte, vraiment, vous pouvez lui dire, ce qui compte pour moi, c'est que tu ailles mieux. C'est que tu te sortes de tout ça, et vous pouvez lui dire, je suis très fière que tu aies le courage de le faire. Il a besoin d'entendre des paroles de réconfort comme ça. Vous voyez, c'est plus le temps de et pourquoi, comment, j'appelle pas, je vais bien voir le rapport de force, est-ce que c'est lui qui va appeler ? Non, insufflez-lui aussi votre tendresse et votre réflexion. D'accord, Louisette ? Oui, mais j'ai peur aussi, vous voyez, puisque ça fait presque 2 mois que j'ai pas de ces nouvelles. Justement. Je suis lâche aussi, peut-être j'ai peur qu'il ait rechuté aussi. Bon, peu importe. Dans ces cas-là, c'est d'autant plus important que il peut y avoir des périodes de rechute, mais il est dans une... Écoutez, sa corrélatrice, elle vous raconte pas d'histoire, hein, elle est pas là pour vous raconter des histoires. Non. Si elle vous dit qu'il est dans une phase de reconstruction, je comprends, c'est pas de la lâcheté, c'est que vous avez vécu tellement de choses difficiles avec votre fils que vous avez peur. Vous avez peur d'apprendre de mauvaises nouvelles. Donc dans ces cas-là, on peut être tous un peu comme ça, à pratiquer la politique de l'autruche, on met la tête dans le sable et on attend que ça passe. Bon, pour autant, vous voyez, ça vous angoisse, vous posez des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses, vous imaginez le pire. Donc, passez-lui un petit coup de fil. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous écouter, Caroline. Ouais. Ce que dit quelqu'un, pour lui permettre de se reconstruire, il est raisonnable de respecter ses choix, de le soutenir sans interpréter ses pensées, sa vie et autres. Être là. Voilà, c'est ce qui compte. Être là et chaleureux. Hein? Merci Louisette et de votre confiance et bon voyage à New York alors. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir Louisette. Bon voyage alors, profitez-en bien. Au revoir Louisette. Oui, au revoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous voulez revenir sur le témoignage de Sandra qui nous parlait de son amie qui avait adopté la petite fille de sa compagne et cette dernière veut lui retirer sa paternité. Alors ça vous a fait réagir? Oui, je suis responsable d'un service de protection de l'enfance. Je vous ai appelé, mais c'était autre chose pour moi il y a 2 mois et puis un an. Oui, vous aviez raison de dire qu'il manquait des éléments. S'il l'avait adopté, ça ne pourrait pas être possible. Et en fait, je pense qu'il l'a reconnu. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et elle fait une procédure de non-reconnaissance de paternité. Et moi, je suis... Alors, d'abord, je voulais vous remercier de votre humanité et de la justesse de vos interventions, y compris après avec cette dame-là qui vient de raccrocher. Oui.
Et vous aviez raison de dire que c'était l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a une fronde en ce moment, c'est aussi pour ça que je réagis. J'étais au tribunal ce matin professionnellement. Il y avait des gens qui faisaient une manifestation et qui disaient que les juges placer n'importe comment les enfants, etc. C'est pas vrai. Je crois qu'ils font ça avec beaucoup de tact. Et alors, ce sont des humains, ils peuvent peut-être se tromper, mais oui, bien sûr. Mais voilà. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est évidemment, et donc l'intérêt des juges des enfants ou des juges des affaires familiales, c'est pas de retirer. Et vous avez raison, on peut pas retirer un père à son enfant, qui soit naturel, génétique ou je ne sais quoi. Donc il l'a reconnu, ce qui fait qu'il s'est occupé de cet enfant, si j'ai bien compris, de 0 à 2 ans. Oui. Il était là à l'accouchement, il était là même avant. Enfin, bon. Et alors être à l'accouchement, être après, être près de lui, il y a un texte, il y a un article dans le Code civil qui continue à exister, et je suis content de ça, qui s'appelle la possession d'État. C'est-à-dire que le législateur, mais y compris, ça date de 50 et quelques, a pensé que être père, c'était s'occuper de l'enfant. C'était pas simplement géniteur, d'autant plus qu'il y a une époque où on ne savait pas trop cette histoire. Moi, j'ai coutume de dire aux gens de mon équipe, les pères ne sont que des pères putatifs. Ce qui n'est pas un gros mot, hein, rappelons-le. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Être père, c'est dire je suis le père. Et s'occuper de cet enfant, y compris être à l'accouchement, ça dit quelque chose. Oui, ça c'est non. C'est vrai que c'est très différent de la maternité où il y a vraiment évidemment cette part du biologique. On est tout de suite dans la dimension symbolique avec le père, qui est essentielle pour la construction psychique de l'enfant. Ça introduit le tiers, hein, et donc l'ouverture sur le monde. Eh oui. Absolument. Et moi, j'étais content que vous interveniez comme ça parce que, encore une fois, je discutais il y a quelques heures avec une des juges des enfants avec lesquels je travaille, et on est désespéré parce que il y a en ce moment une fronde de certaines associations de pères qui nous font croire que, en plus avec des relents un peu misogynes, de dire les juges des enfants sont des femmes, donc elles nous retirent. Enfin, c'est pas vrai. Et vous avez raison de dire, si ce père aime cet enfant, alors il faut qu'il se batte pour être le père de cet enfant. Pas contre son ex, ça c'est autre chose. Non, c'était pas rentrer dans cette guerre-là qu'elle semble, elle, lui livrer. Oui. Mais parce qu'elle a peut-être dans son histoire des comptes à régler, mais pour autant, c'est pas une démarche égoïste personnelle et de bataille. C'est vraiment par rapport à cette petite fille qui a le droit d'avoir un père. Absolument. Et enfin voilà, moi je voulais juste préciser ça parce que après les gens font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas donneur de leçons, mais être père, et là je parle aussi de moi, moi j'ai eu 4 enfants dont je pense être le père géniteur. Oui, mais il n'y a pas de raison, hein. Ne vous faites pas de mal, là. Non, mais tout va bien. Et puis j'en ai 2 dont je sais ne pas être le père, puisque je les ai rencontrés quand ils avaient 1 an et 2 ans, pas tout à fait. Mais je sais que je suis le père de cet enfant, de ces enfants. Je m'en suis occupé, je les ai changés, j'étais à l'école à les chercher, j'étais aux réunions de parents. Et c'est ça la qualité. Mais oui, la qualité de la relation du père, bien sûr, c'est être présent, veiller sur l'enfant, être là quand il est malade, être bon. Enfin, bien sûr. Il n'y a pas de doute sur le fait, ils savent d'ailleurs, y compris de ces 2 enfants, qu'ils savent le nom de leur père, et il n'y a pas de souci. Mais vous avez raison, le père, c'est celui qui vient faire tiers, c'est celui qui fait. C'est une fonction symbolique. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important quand les femmes, malheureusement, règlent leur compte avec leur propre père, avec leur histoire avec des hommes, et qu'elles cherchent à rapter vraiment l'enfant, à le garder pour elles, que les pères fassent valoir leurs droits. D'autant plus que cette petite fille, Sandra nous le disait, le père biologique n'est pas présent. Bon, on ne sait pas pour quelle raison, et peut-être que malheureusement, déjà là aussi il y a une histoire tragique, peut-être que cette femme a été abandonnée pendant sa grossesse, qui est une épreuve terrible pour une femme, mais pour autant elle ne doit pas se venger sur cet homme qui lui a été un père pour cette petite fille, parce que cette petite fille, c'est vrai que dans sa tête, comment elle se construit, si elle se construit avec des manques comme ça de père, des abandons, elle peut se sentir abandonnée, cette petite fille, quand cet homme qui était présent dans sa vie auprès d'elle, du jour au lendemain, il est plus là. C'est ça. On peut se construire avec des parents imparfaits. D'ailleurs, on se construit toujours avec des parents imparfaits. Heureusement, oui. Heureusement.
heureusement. S'ils étaient parfaits, ça serait écrasant. Pas avec pas de père. Moi, il y a 20 ans, j'ai discuté avec une juge des affaires familiales de Créteil. Il y avait justement au début de l'ADN, et un père avait demandé une analyse ADN pour faire un désaveu de paternité. Et ce magistrat a refusé de faire ça en disant à ce monsieur, vous saviez, quand vous avez reconnu cet enfant, que vous n'étiez pas le géniteur, et moi je considère que vous êtes le père. Et je crois qu'elle avait raison. Et c'est très important qu'en plus ce soit un magistrat qui incarne la loi, qui puisse dire ça, parce que cet homme, malheureux certainement comme il était pour en arriver à une telle procédure, ne mesurait pas la violence qu'il faisait subir à cet enfant. Ou devant là, comme ça, on dit je te désavoue, je ne suis plus ton père. C'est une violence terrible qui lui est faite. Donc cette magistrate, elle a vraiment été du côté de l'enfant, de la protection de l'enfant. Et vous avez raison de dire que les juges pour enfants font un travail extraordinaire. Vraiment, ils font un boulot souvent avec beaucoup de tact et très peu de moyens, malheureusement. C'est ce qui est à déplorer. Hélas. Les dossiers s'empilent, ils ont très peu de moyens. 30 ans que je travaille et c'est de pire en pire. Mais vraiment, moi, je suis reconnaissant à ces juges. Voilà. Allô ? Oui, bien sûr, je vous écoute attentivement. Non. Mais parce que c'est vrai que ça fait toujours débat et vous avez raison. J'ai eu un mail de Jeff au moment où Sandra parlait en disant pour faire bref, tout ce que demandent les hommes, les pères dans un divorce quand les femmes mères ne sont pas d'accord est accordé par les tribunaux à ces dernières. Le droit de visite c'est juste pour que les mères se reposent. Ce que j'écris n'est pas nouveau, vous le savez bien. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais égalité entre hommes et femmes. Il ajoute ça va être très amusant avec le mariage pour tous. La résidence des enfants lors de divorce va être accordée à la maman. Mais quand il y en a deux, voilà, comme ça tout est dit. Mais on voit bien, c'est vrai que malheureusement il y a eu avec ce père monté sur la tour. Bon, enfin, on sait ce que ça a donné aussi. Bien sûr, tout ce débat autour. Mais il faut quand même rappeler, les chiffres sont là, que souvent aussi, il y a beaucoup d'hommes, de pères qui ne voient plus les enfants après ou qui n'ont pas le droit de visite parce qu'ils ne le demandent pas aussi. À eux de le demander. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite minorité qui se sent et qui exclut, qui est très malheureuse de ça et qui a des raisons de faire valoir leurs droits. Mais il faut aussi quand même reconnaître que dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui demandent le droit de visite. C'est ça. Et juste parce que j'entends la musique, les pères, ils ont, la plupart du temps, c'est ceux que je connais, ils ont des droits de visite qu'ils n'exercent pas. C'est vrai aussi. Et être père, et être parent, c'est être responsable, c'est au-delà du droit. Bien sûr. Ma responsabilité de père, je suis père divorcé, c'est bien entendu d'exercer ma paternité. Et c'est important, d'autant plus quand on se trouve face à des femmes qui, pour des raisons personnelles, veulent évincer les pères, que les pères se manifestent et fassent respecter leurs droits. Merci beaucoup de cet échange, Dominique, et puis au plaisir, alors peut-être lors d'une autre émission. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, Dominique.